Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors c'est un pays qui a beaucoup d'amis en France, un petit pays qui pratique avec succès la diplomatie du chéquier, mais qui semble ignorer les usages diplomatiques et plus encore la tradition française en matière de liberté d'expression. Le Qatar alimente régulièrement le débat public en France, mais aujourd'hui il s'invite comme l'un de ses acteurs en poursuivant devant nos tribunaux un responsable politique français avec la bénédiction de la maire socialiste de Paris et les services d'un proche ami du président. Le procès pour diffamation intenté par l'Émirat à Florian Philippot sur fond de scandale planétaire du football, sujet sur lequel nos auditeurs sont très impatients de vous entendre, cher Alain Finkielkraut. Ce sera notre premier sujet. Donc un tribunal français devra donc nous dire s'il est permis ou non de critiquer le Qatar dans notre pays, mais s'agissant de l'islam, le tribunal médiatique a peut-être déjà tranché. 6 mois après les attentats de janvier, tout débat sur l'islam semble interdit, toute critique suspecte, toute inquiétude délictueuse. Alors vous nous direz si la transformation de la Convention des Républicains sur le thème Islam et République en journée de réflexion à huis clos a accru la vôtre d'inquiétude, cher Alain Finkielkraut. Mais commençons par le Qatar. Donc on a appris ces jours-ci, alors que la bombe FIFA menace d'éclabousser pas mal de monde, que l'Émirat a en mars porté plainte pour diffamation Philippot, qui avait accusé le Qatar et l'Arabie Saoudite de financer l'islamisme qui tue. La dernière, financer l'islamisme qui tue, est entre guillemets. Le Qatar s'estime victime de xénophobie. Il est défendu par un proche du président, Maître Mignard, et par Maître Spinner, qui avait mené, en sous-main pour le compte de Jacques Chirac, le procès des caricatures. Et il a aussi reçu le soutien bruyant de Anne Hidalgo, maire de Paris, qui se dit heureuse de travailler main dans la main avec un pays qui promeut si merveilleusement le football féminin. Alors ce matin, Florian Philippot qui se sont mobilisés pour la liberté d'expression en janvier, a dénoncé cette ingérence d'un État étranger dans le débat public. Allez-vous entendre cet appel ? Je crois qu'il faut l'entendre en effet. Le Qatar, ce pays, n'est pas un État-nation selon la définition qu'en a donnée l'Europe. C'est un État-énergie et un État religieux. Il pratique, vous l'avez dit, la diplomatie, ses réserves en pétrole et en gaz naturel sont inépuisables, donc il est assis sur un immense or, ce qui fait que cet État soutient, finance, et c'est de notoriété publique, l'une des branches les plus actives de l'islamisme radical, les frères musulmans. Il finance d'ailleurs un peu à tous les râteliers. Oui, mais il finance aussi d'une certaine façon les États qui luttent contre cette branche-là. Oui, mais Youssouf Al-Qaradawi, le prédicateur vedette de l'islam, celui qui a félicité Hitler d'avoir remis les Juifs à leur place et qui lui a donné l'onction d'Allah, Youssouf Al-Qaradawi, prêche sur Al Jazeera. Donc, et il est la référence aussi bien de Tariq Ramadan que de l'UOIF en France. Alors, mais le Qatar ne se contente pas avec son argent de financer les frères musulmans. Le Qatar investit en France, en Italie, ce qui fait qu'on a tendance à fermer les yeux sur ces autres activités avec tout l'argent qui tombe. Enfin, ça, c'est un vieux problème de la diplomatie. Oui. Alors justement, ce vieux problème s'aggrave aujourd'hui avec cette affaire parce que il poursuit en justice le Florian Philippot du Front National et donc autorise à parler de xénophobie pour la critique d'un certain nombre de ses activités. Donc vous voyez, on voit le concept de xénophobie s'élargir de manière absolument démesurée. Tout État étranger devra bénéficier de notre indulgence et même de notre approbation, sous peine que nous soyons accusés de xénophobie, c'est-à-dire de racisme. Ou sanctionnés, du reste. Mais on sait bien que, si vous voulez, tant que ça reste une question d'État, c'est-à-dire que peut-être on fait des accommodements avec tel ou tel à qui on va vendre ceci ou cela. Bon, c'est peut-être pas très glorieux, c'est la politique étrangère. Mais là, le Qatar se comporte comme s'il était le comité, comme s'il était un lobby français. Comme s'il s'invite dans un débat français. Un lobby français et même, si vous voulez,
une espèce de nouvelle association antiraciste. Il intente un procès au Front National et cette ingérence, au lieu de faire scandale, lui confère aux yeux de certains l'auréole de l'antifascisme. La soumission déguisée en eau passarane, c'est effectivement la grande imposture du temps présent. Alors sur ce coup-là, j'ai eu plutôt l'impression que c'était sorti, la plainte est sortie maintenant, je veux dire, je ne me rappelle pas qu'il n'y a l'Élysée, ni Maître Mignard, ni Maître Spineur, 3 moines se sont tellement répandus partout en se félicitant de défendre le Qatar. Mais Anne Hidalgo le fait. Anne Hidalgo le fait d'une façon assez, je dois dire, extrêmement révélatrice. Et effectivement, donc il y a cette imposture qui fait que on ne se mobilisera pas contre le Qatar comme on le devrait, parce qu'il s'attaque au Front National, qui est considéré par beaucoup comme l'ennemi principal, sinon l'ennemi unique, et le Qatar, avec son impudence extraordinaire, peut tout se permettre parce qu'il peut acheter tout et tout le monde. Ce que ne fait pas, par exemple, l'Arabie Saoudite. Jean-Luc Mélenchon dit très fréquemment ce genre de choses sur l'Arabie Saoudite, je l'ai entendu souvent, tout comme toutes sortes de gens d'ailleurs. On ne voit pas l'Arabie Saoudite, justement, faire un procès. Ça témoigne quand même d'une espèce d'assurance. Oui, l'assurance du Qatar est en effet illimitée, mais il est vrai, avec son argent, il achète tout le monde. 2 avocats prestigieux du barreau de Paris, un de droite, un de gauche, ce qui d'ailleurs est en quelque sorte un extraordinaire fait à ce Front National qu'on prétend combattre. Jean-Pierre Mignard et Francis Spinner vont défendre cet État. C'est un peu dans un remake, disons, sur un front politique, c'est-à-dire des caricatures. Est-ce que c'est une espèce d'interdiction de la critique maintenant? Alors là, il ne s'agit pas de religion d'une certaine façon, ou pas directement. Non, parce que cette interdiction ne va pas, si vous voulez, réduire, ne va pas bâillonner les gens. On va continuer. Il y a des livres qui paraissent sur les investissements que le tribunal, comme dans l'affaire des caricatures, va relaxer Florian Philippot. L'impudence doit être analysée parce que le Qatar croit pouvoir acheter tout le monde et en effet, il a quand même acheté la FIFA, ce qui est... Alors attendez, est-ce que, puisque nous sommes maintenant sur le terrain judiciaire, est-ce que c'est avéré? Je ne connais pas assez bien le dessin. Ce que je sais, c'est qu'il a peut-être, non pas acheté, mais il s'est acquis sympathie, sympathies jusqu'à RCJ, puisque notre ami Avner porte d'habitude le maillot du PSG. Il ne l'a pas aujourd'hui. Écoutez, la corruption de la FIFA est un fait aussi avéré que le soutien du Qatar à certaines branches de l'islamisme radical. Simplement, jusqu'à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, cette corruption, en quelque sorte, on pouvait sauver les apparences. C'est-à-dire, il y avait des pots de vin, il y avait des dessous de table, à chaque fois... Ça, c'est le merveilleux esprit du sport. À chaque fois que devait être décerné choisi un pays hôte pour la Coupe du Monde, mais les pays hôtes étaient tous des pays du football. Or, là, je voudrais vous lire quand même un extrait très amusant du dernier éditorial de Jacques Julliard dans Marianne, une des les plus éclatantes de la toute-puissance de l'argent et de la corruption dans le football fut en 2010, la décision du Qatar comme pays organisateur d'une future Coupe du Monde. C'est comme si on avait choisi Tombouctou pour les épreuves de ski nordique au prochain JO d'hiver, même absence de stade, de public, de tradition sportive et surtout même incompatibilité climatique. Et il fallait une organisation mafieuse pour le faire. La FIFA l'a fait. Si elle n'était pas allée jusque-là, peut-être le scandale n'aurait pas éclaté aujourd'hui. Et en même temps, il éclate, mais ce qui est assez curieux, c'est que les commentateurs dénoncent la gestion de Sepp Blatter. Mais le corrupteur, non. Oui, il recommande, enfin, il voudrait que Michel Platini pose sa candidature pour lui succéder, mais dans mon souvenir, Michel Platini a soutenu la candidature du Qatar. Son fils travaille pour une organisation qatari. Et il faut se souvenir aussi que l'une des gloires du football français, la plus grande gloire, même Zinedine Zidane, a assuré pour une somme d'argent
astronomique la promotion de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde. Donc, si vous voulez, la FIFA est éclaboussée par tout cela, mais pas seulement la FIFA, tout le monde du football. Non mais justement, non mais enfin vous avez l'air de dire tout le monde le savait, on dit toujours ça. Excusez-moi, moi je suis ahuri, je veux dire par cette mafia planétaire. Ce sont quand même des gens qui versent des pots de vin. Il doit y avoir des tas de choses qu'on ne sait pas, des agents secrets. Nous sommes ahuris, en même temps. Oui, enfin vous êtes ahuris. Les choses se disaient depuis longtemps. Et elles semblent avoir pris des proportions inattendues. Certains, d'ailleurs, refusent aujourd'hui encore de prendre acte de cette réalité en disant que ce sont les États-Unis qui règlent leur compte avec la FIFA parce que celle-ci a refusé la candidature américaine à je ne sais quelle Coupe du Monde. Donc, on peut compter sur l'anti-américanisme aussi pour reculer la prise de conscience de ce phénomène chez un certain nombre de gens. Alors, est-ce que ça veut dire, revenons quand même au Qatar, est-ce que ça veut dire, dans le cas du Qatar, c'est particulièrement inquiétant que ce truisme, finalement, s'avère une réalité politique? Tout s'achète, toutes les sympathies s'achètent, et la soumission s'achète, non? La soumission s'achète, et surtout, je voudrais vous relire un extrait de l'article de Jacques Julliard, parlant du PSG. Cette création ex nihilo du Qatar est une démonstration à l'état pur du pouvoir de l'argent dans le football, aboutissant, et c'est ça qui est important, à une sorte de colonialisme inversé où plus rien n'est parisien dans le club, ni les capitaux, ni les joueurs, ni le président, ni l'entraîneur. Paris n'est qu'un prestataire de service offrant son terrain et ses tristes supporters. Même l'appellation Paris Saint-Germain a été supprimée pour celle de PSG. Quand le Crédit Lyonnais veut faire oublier son passé de brigandage bancaire, il se transforme en LCL. Quand Radio Luxembourg veut rompre avec la connotation plouc de la famille du raton, elle devient RTL. Le sigle est une savonnette à vilain. Le PSG n'est ni Paris ni Saint-Germain. C'est un immense puits de pétrole. Et lui, il n'est pas... Non, mais ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on pensait la modernité occidentale, c'était le règne de l'argent. La modernité et la domination occidentale sur le monde. Or, aujourd'hui, c'est comme si l'Occident était battu sur son propre terrain. L'argent règne, mais en effet, sous la forme, dit Jacques Julliard, et c'est ce morceau de phrase qui est très intéressant, d'un colonialisme inversé. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est assez drôle quand on entend Anne Hidalgo dire avec une espèce de candeur « Oh, mais c'est formidable, ils vont faire le PSG féminin ». On se demande si en plus ils ne prennent pas pour des imbéciles. Ah oui, non, mais ça c'est très grave, parce que quand on pense à ce qu'est la situation des femmes, aussi bien au Qatar qu'en Arabie Saoudite, là vraiment... Bon, les bras vous en tombent des mains. Je ne voudrais pas m'attirer une réprimande, mais Alain Finkielkraut, vous n'êtes pas toujours supporter du PSG? Vous ne m'avez pas dit cette année qu'ils avaient fait de merveilleux matchs? Non, mais je suis je reste absurdement supporter du PSG, et en même temps, je suis terrifié par ce qu'est devenu le football. J'ai essayé de regarder hier la finale de la Coupe d'Europe en Juventus, mon cœur battait plutôt pour Barcelone parce que cette équipe continue à jouer un beau football, mais le football aujourd'hui, c'est Mad Max. C'est-à-dire que c'est un univers d'après l'apocalypse. On voit des joueurs coiffés à l'iroquoise de plus en plus et avec des tatouages jusqu'au cou. Même Messi porte un graffiti sur le bras irregardable, ce qui fait que, si vous voulez, le sport était une distraction humaine, soit à titre d'activité, soit à titre de spectacle, c'est en train de devenir le terrain de jeu du post-humain. Oui, c'est ce qui fait que je n'ai pas regardé la deuxième mi-temps. Sans doute me suis-je puni. C'est très belle. Bon, et peut-être que ça attriste évidemment, votre fils Thomas. Vous avez parlé du post-humain sur le terrain et dans les coulisses, ça fait figure, c'est un roman policier, d'espionnage, je ne sais pas, c'est Le Parrain, mais en tous les cas, c'est pas joli. Alors je ne sais pas, donc un tribunal français devra nous dire si il est permis donc de critiquer le Qatar dans notre pays. Je suppose, car je fais confiance à la justice de mon pays, que ce tribunal répondra
comme dans l'affaire des caricatures, que oui, c'est permis. Et en attendant, vous nous direz, Alain Finkielkraut, s'il est possible de débattre sur l'islam. Donc, ça vous a beaucoup frappé, la convention des Républicains qui était prévue sur le thème Islam et République a été transformée en journée d'études cette semaine. Oui, ça m'a beaucoup frappé parce que ça devait être une grande convention. C'est devenu une réunion à huis clos dont on a cherché à retenir que l'accolade entre Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, l'actuel président des Républicains, et Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et les protestations sont venues de partout, à l'intérieur de l'UMP, où beaucoup de gens ont dit que le vrai c'était le chômage, et ceux qui ont défendu cette convention ont dit si on n'en parle pas, ça fait le jeu de l'extrême droite, comme si l'islam ne pouvait pas être un problème autonome en lui-même. D'accord. Et est-ce qu'il faut parler comme ça? Parce que, après tout, est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison, cher Alain, de dire si ces débats se tiennent à ciel ouvert, c'est pour faire de la com, c'est pour faire du buzz, c'est pour faire du bruit? Est-ce que c'est pas une bonne idée d'en parler à huis clos? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde devrait en parler aujourd'hui. C'est une bonne idée d'en faire un des débats centraux de la France. Jean-Luc Mélenchon a dit « Moi, je n'ai pas de problème avec l'islam. » Tant mieux pour lui. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a d'énormes problèmes avec le Dalai Lama. Il est vrai que les fatwas planétaires du Dalai Lama nous plongent tous dans la terreur. Et les Tibétains sont, comme chacun sait, extrêmement dangereux pour l'avenir. Pourquoi, si vous voulez, il y a aujourd'hui une nouvelle vague d'immigrants en France et en Europe, la question est de savoir si elle s'intégrer à l'Europe comme les vagues d'immigration précédentes. Or, quand vous dites nouvelle, vous parlez de la vague qui a commencé il y a 40 ans. Or, oui, bien sûr, absolument. Or, nous vivons, malgré tout ce qui s'est passé en France, malgré le choc Charlie, sous la puissance inentamée, donc par les événements, du politiquement correct. Le politiquement correct, c'est-à-dire l'occultation systématique de la partie non économique de la réalité et la traduction de tous les problèmes de coexistence entre les cultures et les en termes de racisme. Or, que se produit-il à niveau mondial? On assiste à l'échec de l'occidentalisation de l'islam. L'occidentalisation a pris une première forme extrêmement brutale, même si elle n'était pas que brutale, le colonialisme. Mais il y a eu un deuxième moment, le moment du nationalisme. C'est-à-dire que là, l'islam, ou une partie des pays arabo-musulmans, a combattu l'Occident, mais avec des armes que l'Occident lui avait fournies, notamment la nation ou l'État-nation. Années 60 jusqu'aux années 70, oui, mais l'Algérie, l'Égypte, les années 50, oui, l'Irak des années 50. Et il y a eu, non mais le grand basculement dont il faudrait se souvenir, ça a été la rupture de la Turquie avec l'ottomanisme. Les Turcs ont changé leur constitution, mais ils sont allés beaucoup plus loin que cela. Ils ont balayé la loi de l'islam, ils ont traduit en turc le code civil suisse mot pour mot. Je cite ici Arnold Toynbee dans son livre « La civilisation à l'épreuve », le code pénal italien avec des adaptations. Ils ont échangé les caractères arabes pour des caractères latins et ils ont même invité les Turcs à se détourner de la vie du laboureur, du guerrier et du seigneur pour entrer dans le commerce et l'industrie. C'est-à-dire des activités qui traditionnellement leur paraissaient méprisables et indignes d'un effort de compétition. Or, nous voyons l'islamisme se réveiller en Turquie même. Alors, quand on apprend, par exemple, que la population musulmane de l'Europe devrait monter de 40%, disons, devrait doubler sur l'ensemble du continent d'ici 2025. Quand on sait qu'à Bruxelles, les 7 prénoms de garçons les plus courants parmi les nouveau-nés sont Mohamed, Adam, Ryan, Ayoub, Mehdi, Hamid et Hamza, il y a quelques raisons de s'interroger sur ce qui va se passer
en France. Est-ce que la France et l'Europe pourront rester elles-mêmes? Quand même. Non, mais vous avez raison, mais justement, est-ce que une des raisons pour lesquelles il est dans le fond si difficile d'en débattre, est-ce que ça n'est pas le fait que le débat de toute façon aboutit à une conclusion, c'est que la démographie c'est la démocratie, et que de toute façon, si une partie de la population européenne veut imposer un certain nombre de choses, veut changer, disons, le visage des pays d'Europe, eh bien... Ils y arriveront. Non, mais surtout, on a aussi deux phénomènes à l'œuvre. Le politiquement correct, dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous dites, mais pourquoi l'Europe devrait rester elle-même? Pourquoi devrait-elle être fidèle à son héritage? Il est bon qu'elle se métamorphose, ainsi expiera-t-elle ses crimes. Ça, c'est, si vous voulez, la montée de la repentance. Mais il y a un autre phénomène à l'œuvre, et c'est la montée de l'insignifiance. Là, je cite un titre fort, le titre d'un livre publié dans les années 90 par Cornelius Castoriadis, Montée de l'insignifiance. Un philosophe colombien, Gómez d'Ávila, disait « L'âme cultivée, c'est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. Or, les vivants font un tel vacarme aujourd'hui qu'on n'entend plus qu'eux. Et donc, nous ne nous préoccupons pas, si vous voulez, d'intégrer ou d'assimiler les nouveaux arrivants parce que nous n'avons plus rien à leur offrir. Si, des iPads. Du moment qu'ils ont des iPads, c'est bon. Voilà. Au moment où un grand nombre d'entre eux refusent notre culture, nous sommes en train de l'oublier. Et c'est cela qui me paraît particulièrement inquiétant, et c'est ce qui explique même, outre cet antiracisme délirant sous lequel nous vivons, l'extrême désinvolture avec laquelle on peut envisager cette grande mutation culturelle et démographique de la France et de l'Europe aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez d'ailleurs dit, non seulement il faut l'encourager, mais en même temps il ne faut pas la voir. Voilà. C'est le double lien, ouais, exactement. comment dire, le double lien permanent. Cependant, moi, je me demande si le débat qui traverse aujourd'hui la droite, parce qu'en fait, la question de l'islam, c'est la question qui sépare la bonne droite de la mauvaise droite. La droite fréquentable et gentille de la droite infréquentable, c'est ça. La droitisation, c'est de parler tout le temps de ce sujet-là. Cependant, j'ai l'impression que peut-être ce débat est tout de même souterrainement en train de traverser la gauche. J'entends à travers certaines prises de position de Je viendrai, par exemple. Je pense que ce débat traverse la société française, mais ceux qui essayent de réfléchir à notre situation en termes culturels et non exclusivement économiques font l'objet, malgré tout, d'attaques incessantes, de procès, de mise en cause. Et la dernière convention des Républicains en est la preuve. Mais justement, est-ce que quand même les expériences passées, là je me fais un peu, j'insiste, est-ce que dans les conditions actuelles, si ce débat est organisé par un parti politique, est-ce que dans le fond il ne va pas juste encourager des affects mauvais à un moment où il y a quand même une question délicate, c'est-à-dire que les gens sont très tendus, beaucoup de gens sont très tendus sur cette question, et évidemment il ne faut pas que cette se transforme en haine des musulmans. Vous savez bien que le problème existe. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais quand c'est pas un parti politique et que ce sont des intellectuels, ils subissent exactement le même sort. Donc, et même vrai. Ça devient malgré tout un marqueur de gauche aujourd'hui. Et j'en terminerai par mon petit dada actuel, un mot sur l'Obs. Dans le dernier numéro, il y a là une grande question posée. Les socialistes ou le gouvernement est-il de gauche ? Ce qui caractérise la gauche, ce qui définit la gauche, c'est l'ouverture par opposition à la fermeture, mais, et là j'en reviens à la deuxième partie de mon raisonnement, pour l'Obs, il n'y a pas de question scolaire. C'est-à-dire que la question de l'école n'est même pas abordée. Or, il n'y a que des adeptes de l'inégalité comme vous. Mais il me semble qu'il y a vraiment un lien entre
espèce d'ouverture à tout va et ce grand naufrage culturel qui a lieu aujourd'hui dans l'école française. Bon, et puis la semaine prochaine, nous nous demanderons peut-être si le PSG est de gauche, cher Abner. Ne pas avoir mis aujourd'hui ce t-shirt du PSG. Donc Abner est notre technicien aujourd'hui. Merci, cher Alain Finkielkraut. D'ici dimanche prochain, on vous et on peut vous réécouter sur causeur.fr ou sur rcj.com. Bonne semaine à tous.